La présente présentation reflète l'opinion de l'Empire Vie à la date indiquée. L'information qui est contenue dans cette présentation est fournie à titre indicatif seulement et ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques, fiscaux, financiers ou professionnels. Bonjour, mon nom est Alexandre Papa, je suis gestionnaire en planification fiscale, successorale et de la retraite chez Empire Vie. Bienvenue à cette présentation sur l'ABC des bénéficiaires, l'aspect placement. Un testament ou une désignation de bénéficiaire pour un régime d'épargne enregistré ou une police d'assurance, c'est un document assez simple. Ne fait que préciser qui obtiendra quoi dans votre succession. Bien entendu, le langage juridique est complexe, mais nommer des bénéficiaires, c'est un jeu d'enfant. Vous n'avez qu'à remplir les cases d'un formulaire ou rédiger un texte simple. Ce document procure d'importants avantages. En plus de permettre des économies de milliers de dollars en frais d'homologation, un testament peut également accélérer considérablement le processus de distribution des actifs de la succession. Par contre, l'information que vous ignorez au sujet de la désignation de bénéficiaire pourrait coûter à votre succession beaucoup d'argent et causer des maux de tête et des déceptions à ceux qui pourraient en bénéficier. En réalité, nommer des bénéficiaires, c'est ni simple ni facile. Si ne vous y prenez pas de la bonne façon, vous pourriez créer des conséquences juridiques, financières et personnelles imprévues. D'abord, faites aucune supposition. Prenez plutôt le temps de comprendre quelques-uns des écueils entourant la désignation de bénéficiaire. Vous assurez ainsi que l'une de vos décisions ne déclenchera pas une situation imprévue pour vous ou pour vos clients en matière de planification successorale. La plupart des désignations de bénéficiaires partent d'une bonne intention, un désir de rendre la succession la plus simple possible, une démarche pour réduire les frais d'homologation au décès, un souhait de répartir les biens de façon équitable entre ses enfants. Certaines des pires expériences vécues par les héritiers découlaient d'une bonne intention. Donc, ce document reflète l'opinion de l'Empervier à date de la publication. L'information qui est présentée est fournie simplement à titre indicatif, ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques, fiscaux, financiers ou professionnels. L'Empire Compagnie d'assurance vie décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à la mauvaise utilisation de cette information, ainsi qu'aux opinions relatives à l'information présentée dans ce document. Donc, la présentation n'a pas pour but d'examiner la planification et l'homologation dans les différentes provinces et son fonctionnement. Plutôt axé sur les résultats inattendus, indésirables d'une planification qui n'a pas tenu compte soit du portrait global, soit des droits, des responsabilités et des limites des parties concernées, tels que le testateur, le fiduciaire et le bénéficiaire. On va regarder les conséquences imprévues d'une planification successorale inadéquate lorsqu'il est question d'éviter l'homologation, de nommer des bénéficiaires et de mettre en place des fiducies qui peuvent mener à des conflits inattendus. On verra également diverses études de cas qui mettent en lumière les stratégies utilisées, les écueils qu'elles peuvent créer, les leçons à tirer de ces situations. Vous pourrez vous y référer lorsque vous discuterez avec des clients dans le cadre des processus de planification et d'examen visant à réduire les retombées, les conséquences économiques et émotionnelles non voulues pour vos clients. Ce webinaire se concentre sur les résultats inattendus ou indésirables qu'une planification successorale qui ne tient pas compte de la situation d'ensemble lorsqu'il est question de nommer des bénéficiaires dans un testament ou sur une application d'assurance ou de placement. Un produit d'assurance est généralement transmis à l'extérieur d'une succession. Il est donc exclu de la succession du défunt et est généralement non assujetti aux réclamations visant la validité du testament. Ça constitue donc une certaine protection pour les bénéficiaires. Il existe toutefois de nombreuses exceptions, telles que les situations où le défunt était dans l'obligation d'offrir du soutien à une personne à charge, lorsque le produit était détenu en propriété conjointe, lorsque le payeur n'était pas l'assuré et lorsque le conseiller n'a pas bien informé son client des conséquences des désignations effectuées. Comme je disais, l'une des exceptions, c'est les réclamations de soutien pour personne à charge. La loi portant réforme du droit des successions de l'Ontario définit notamment l'expression personne à charge comme une personne à qui le défunt, au moment de son décès, fournissait des aliments ou avait une obligation légale d'en fournir,
soit son conjoint, son père ou sa mère, son enfant, son frère ou sa sœur. La même loi prévoit que la valeur de certaines opérations est réputée entrer dans le calcul de la valeur nette de la succession. Parmi ces opérations est inclus toute somme due au terme d'une police d'assurance sur la vie du défunt dont il est propriétaire. Le produit de l'assurance vie pourrait donc être utilisé pour répondre à l'obligation d'offrir du soutien, surtout si les autres actifs de la personne à charge sont insuffisants. Voici quelques exemples de ce qu'un produit d'assurance vie pourrait inclure, mais nous allons nous concentrer sur les trois qui sont en gras, donc les fonds enregistrés de retraite, les contrats intérêts garantis d'assureurs et les fonds distincts. Si une personne décède alors qu'elle devait de l'argent à l'ARC, l'ARC peut demander un paiement aux bénéficiaires d'un contrat de fonds distinct, d'un REER ou d'un FER. Pour les contribuables qui rencontrent la définition de US Person euh, dans les lois fiscales américaines, la désignation d'un bénéficiaire n'a aucune incidence sur l'inclusion de la valeur du produit d'une assurance vie dans la succession brute du défunt pour une police détenue par le défunt afin d'établir le taux de l'impôt successoral aux États-Unis. Le produit en soi pourrait ne pas être imposable. Tenez compte des conséquences du décès du titulaire de la police possédant une police d'assurance vie sur la vie d'une autre personne, c'est-à-dire qu'il possède un intérêt dans la police d'une autre personne. À l'exception des transferts en vertu de l'article 148 de la loi, on peut penser ici au transfert direct à un époux ou à un enfant. Il y a disposition présumée de la police aux fins de l'impôt. Ceci inclut le transfert à un enfant par entremise du testament, plutôt qu'une désignation directe de titulaire subsidiaire ou de bénéficiaire. Sur les conséquences non intentionnelles, les problèmes qui surviennent quand les gens ne réfléchissent pas à la façon dont certaines stratégies pourraient entrer en conflit avec les intentions formulées dans le testament. Euh, donc, voici quelques exemples. Dans la plupart des cas, la propriété conjointe, les désignations de bénéficiaires inscrites directement au sein des REER et des FER vont avoir préséance sur les désignations de bénéficiaires qui sont formulées dans votre testament. Si vous possédez une maison conjointement avec votre fils aîné, mais que vous léguez la maison à vos deux fils dans votre testament, le droit de votre aîné sur la succession à titre de titulaire conjoint aura préséance. Si une désignation de bénéficiaire contradictoire est réalisée directement dans un compte enregistré et dans le testament, la dernière désignation est généralement celle qui est considérée comme valide. Sur les problèmes avec le transfert d'actifs, euh, de nombreuses personnes présument que la désignation de bénéficiaire se transfère automatiquement lorsque des actifs tels que des REER sont transférés d'une institution financière à une autre, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans le pire scénario, un actif qu'on voulait transférer à un héritier en particulier pourrait plutôt passer par la succession, simplement parce que la désignation de bénéficiaire n'a jamais été mise à jour ou revue après un transfert. Une séparation officielle entre deux époux ne modifie pas de façon automatique une désignation de bénéficiaire antérieure. Chaque province gère cette situation différemment. Mais dans la plupart des cas, il faut effectuer une nouvelle désignation de bénéficiaire avant qu'une ancienne désignation ne soit révoquée. Le Québec, c'est l'exception. Le divorce annule la désignation de bénéficiaire en faveur de l'ex-époux. Dans la plupart des juridictions, la succession du défunt doit payer les dettes et les impôts dus avant de répartir les actifs. Ils sont généralement payés à même la succession. On peut donc obtenir une répartition qui est fortement inéquitable du fardeau d'imposition de la succession. Si, par exemple, vous nommez votre fils à titre d'unique bénéficiaire de votre REER et que vous laissez le reste de la succession à votre fille, celle-ci pourrait avoir à payer l'impôt sur l'héritage du fils. Une des conséquences les plus dévastatrices d'une désignation de bénéficiaire mal effectuée, c'est l'héritage de conflits qu'elle laisse à la famille. On peut penser à des membres de la famille qui se disputent leur part respective des actifs du défunt, à des enfants qui contestent le testament de leurs parents devant les tribunaux, et à des querelles pour obtenir une juste part à cause de désignations contradictoires. Tout ça, c'est non seulement possible, mais c'est même probable si vous négligez de formuler clairement les désignations de bénéficiaires.
Maintenant, regardons les régimes de retraite enregistrés, les bénéficiaires désignés. Supposons que vous êtes célibataire, divorcé ou veuf. Vous avez économisé un peu d'argent pour la retraite, vous êtes peut-être même déjà à la retraite et vous retirez un revenu de votre régime de retraite. Vous dépenserez peut-être pas tout le montant de votre épargne de votre vivant. À qui va aller le solde? Une des stratégies que vous pouvez utiliser pour votre REER ou votre FER, c'est de nommer un bénéficiaire. Le solde de votre régime va être versé directement à cette personne à votre décès. Il contourne votre succession. Ça signifie que ce solde ne fait pas partie des actifs de votre testament et n'est pas soumis à l'homologation. La totalité de cette somme est versée au bénéficiaire de votre choix. Le bénéficiaire n'a généralement pas à payer l'impôt sur le revenu pour cette somme à imposition différée. Il faut toutefois payer l'impôt et cette facture d'impôt est remise à la succession. Le liquidateur ou l'administrateur de la succession doit payer l'impôt exigible relativement à votre régime de retraite. Les liquidités, les placements ou autres actifs de votre succession devront être utilisés pour payer l'impôt sur le revenu résultant du régime. Maintenant, qu'en est-il des bénéficiaires de la succession? Ils doivent assumer l'impôt sur le revenu résultant du régime, tandis que le bénéficiaire du REER obtient la totalité de la somme. Les autres bénéficiaires pourraient trouver la situation injuste. Vous n'aviez peut-être pas prévu cette situation. La personne qui hérite du REER pourrait également être un bénéficiaire nommé dans le testament, en plus des sommes reçues du REER. Ça signifie qu'elle pourrait retirer encore davantage la succession. Aviez-vous planifié les choses de cette façon-là? Ce scénario est plutôt commun. Des bénéficiaires mécontents, qui pourraient être les frères et sœurs du bénéficiaire du REER, pourraient contester le résultat. Ils pourraient même jusqu'à faire appel aux tribunaux pour obtenir satisfaction. Puis, on va regarder l'affaire Morrison contre Morrison, qui a été entendue en Alberta en décembre 2015 et qui portait justement sur ce type de situation. Donc, dans cet arrêt-là, le père, M. John Morrison, a rédigé un testament répartissant sa succession entre ses 4 enfants adultes. Chacun de ses petits-enfants devait recevoir une petite somme d'argent bien précise. M. Morrison a désigné sa succession à titre de bénéficiaire de sa police d'assurance. Un de ses fils, Douglas, a été nommé par la suite le seul bénéficiaire du FER de M. Morrison, dont la valeur était de 72 600 à son décès. Douglas était un aidant naturel pour son père et avait été nommé comme l'un des liquidateurs. La valeur de sa succession était d'environ 77 000 Au décès de John, Douglas a découvert qu'il devait recevoir le produit du FER de son père ainsi qu'un quart de la succession. La succession devait payer l'impôt sur le revenu du FER, réduisant d'autant la part de chaque enfant du sol de la succession. Il restait plus assez d'argent pour procurer aux petits-enfants le montant qui leur était destiné. Le juge a rejeté l'argument du frère selon lequel Douglas était présumé détenir les fonds en fiducie. Le juge a déclaré qu'il ne voyait aucune raison valable relative aux polices pour laquelle les désignations de bénéficiaires dans le cadre de REER, de FER et de police d'assurance ne devraient pas être traitées de la même façon que les désignations de bénéficiaires dans le cadre d'un testament. Aucun de ces cadeaux ne prend effet avant le décès du titulaire, du régime ou de la police. Le juge en a conclu que, selon toute probabilité, John avait l'intention de faire don du fer à son fils Douglas. La Cour a statué que Douglas n'avait pas à partager le produit du fer parce qu'il lui revenait bel et bien. Le juge a toutefois ordonné à Douglas de payer l'impôt sur le revenu sur ses fonds. Cette décision peu commune s'est appuyée sur certaines dispositions d'une loi de l'Alberta. Le juge, qui a admis que son approche n'était pas conventionnelle, a affirmé que Douglas s'était injustement enrichi et qu'il devait donc rembourser à la succession les impôts payés en son nom. Le juge a déduit que le père, M. Morrison, ignorait ou avait mal compris la façon dont s'appliquerait l'impôt sur le revenu à payer dans cette situation. Par contre, il est également survenu des situations où la Cour statue que la désignation de bénéficiaire est en réalité une détention en fiducie. Donc, M. Karl Muskie est décédé en 2016, laissant derrière lui ses 2 fils jumeaux, Randy et Gary.
M. Kaminski avait nommé l'un des deux frères, Gary, à titre de co-titulaire de ses trois comptes bancaires avec droit de survie. Jusqu'à son décès, seul Henri avait déposé de l'argent, Henri étant le père, M. Kaminski, avait déposé de l'argent ou utilisé ses comptes et lui seul avait déclaré tout revenu imposable pour ceux-ci. Il n'y avait aucun autre document sur la raison ou l'intention relative à ses comptes bancaires. M. Kalmusky détenait ses comptes en copropriété avec sa conjointe, Mary, jusqu'à ce qu'elle décède. Les comptes ont été transmis à Henri en vertu du droit de survie. M. Kalmusky a également nommé Gary à titre de seul bénéficiaire de son frère. Gary avait emménagé chez ses parents en 2013 pour des raisons financières et pour aider à prendre soin de sa mère jusqu'au décès de celle-ci un an plus tard. M. Kalmusky a rédigé un Nouveau Testament 2 jours après le décès de Mary, accompagné par ses deux fils. Il n'y a eu aucune mention des comptes bancaires ou d'un frère dans son testament. Personne ne conteste que M. Kalmusky et Mary ont été généreux financièrement avec leurs deux enfants, d'une façon équitable. Mary et Gary avaient investi puis perdu des sommes importantes, respectivement 200 000 et 135 000 dans l'entreprise de Randy, laquelle a fait faillite en 2013. Le juge Lococo de la Cour supérieure de l'Ontario a statué que le produit des comptes bancaires et du fer faisait partie de la succession de M. Kalmusky. Le juge a appliqué le principe établi par la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Pecory contre Pecory. Un transfert de propriété sans contrepartie à un enfant majeur est présumé être une fiducie en faveur de la succession. Le juge n'a pas considéré que Gary était le titulaire bénéficiaire des trois comptes bancaires totalisant 285 000 et du fer de 41 000 Gary devait prouver que les transferts de propriété étaient destinés à être des cadeaux de leur père. Il n'a pas pu le faire à la satisfaction de la Cour et il a dû partager l'ensemble des sommes avec son frère jumeau Randy. Donc, voici un extrait du raisonnement du juge Lococo. Il vient dire qu'après examen de la désignation du bénéficiaire du fer, ce document donne clairement à la Banque TD l'autorité de verser les fonds du bénéficiaire désigné au décès du titulaire du fer, à moins que TD ne soit convaincu que la désignation a été dûment révoquée par une désignation ultérieure ou un testament. Toutefois, le juge ne considère pas que le contenu de la désignation soit suffisamment détaillé pour constituer une preuve fiable de l'intention d'Henri, donc de M. Kalmusky qui est décédé, concernant la propriété effective des fonds du REER. Dans l'affaire Pecory contre Pecory de la Cour suprême du Canada, la Cour a jugé que lorsqu'un parent transfère sans contrepartie la propriété d'un bien à son enfant, la loi présume que l'enfant bénéficiaire détient le bien sur la base d'une fiducie découlant de la loi au nom du parent. Revient à l'enfant de réfuter cette présomption. Dans l'arrêt Kalmusky qu'on vient de voir, il incombait à Gary, l'un des jumeaux et le titulaire conjoint des comptes bancaires de son père, de réfuter la présomption de fiducie découlant de la loi. Malgré le fait que Gary détenait le titre légal de la propriété qui lui a été transmis par droit de survie au décès de son père, le juge a déterminé qu'il n'était pas devenu le titulaire bénéficiaire au moment du transfert. Dans l'affaire de la succession Sodden Estate contre Sodden, il a été établi que le fardeau de preuve qui doit être rempli par le propriétaire légal est celui de la prépondérance des probabilités. Le propriétaire légal doit réfuter la présomption de fiducie découlant de la loi en démontrant l'intention réelle du cédant au moment du transfert gratuit, ce qui est généralement la façon dont un parent transfère un bien comme une maison ou un chalet en copropriété à un enfant. Maintenant, quel conseil peut-on donner relativement à la documentation qui soutient le fait qu'un bénéficiaire devrait recevoir les prestations directement plutôt qu'une présomption à l'effet qu'elles sont détenues en fiducie?
Ben, la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Pécor, écrivait relativement à la nature de la preuve qui doit être fournie au tribunal pour renverser la présomption que les biens sont détenus en fiducie. On vient de dire qu'un tribunal ne peut pas se limiter à considérer l'intention du donateur au moment du don. La Cour peut aussi considérer les actions du donateur après le transfert afin de déterminer son intention. Et c'est précisément à ce niveau que les conseillers ont un rôle à jouer. Un tribunal pourrait considérer la documentation relative au transfert de propriété durant la vie du donateur, qui contrôlait le bien après le transfert, ainsi que le traitement fiscal lié au bien après le transfert. Donc, en documentant les conversations, les réflexions des clients, ainsi que les motifs de leur décision quant à la désignation d'un bénéficiaire, vous pourrez aider vos clients à vous assurer que leurs souhaits soient effectivement rencontrés. Vous pourriez faire de même lorsque les plans, les stratégies et solutions de vos clients sont revus dans le cadre de révisions périodiques dans le but de déterminer de leur pertinence continue. Dans la décision Amherst Crane Rentals qui a été rendue en 2004, la Cour d'appel de l'Ontario avait rendu un jugement différent que dans Kamilski. Dans cette décision, la veuve du défunt était la bénéficiaire désignée de deux REER. Elle avait reçu les fonds des deux REER des deux administrateurs des régimes. Le juge de première instance avait déterminé que les REER ne faisaient pas partie de la succession du défunt, mais qu'ils étaient plutôt directement dévolus à la bénéficiaire désignée. La Cour d'appel de l'Ontario a confirmé cette position. Pourtant, malgré cette différence, la décision Kamuski n'a pas été portée en appel. On demeure donc avec une certaine incertitude et on peut se demander si une cause similaire pourrait peut-être être examinée par une instance supérieure dans le futur. Aussi, l'arrêt Pecory n'avait pas abordé la question à savoir si la présomption de fiducie découlant de la loi devrait s'appliquer à la désignation de bénéficiaires faite par un parent en faveur d'un enfant adulte. Un point important à garder à l'esprit et qui peut être utilisé si la décision est citée comme précédent dans une cour supérieure. La désignation d'un enfant adulte comme bénéficiaire d'un régime de retraite enregistré, comme un REER un REER ou un FER, euh, présente des difficultés, particulièrement si d'autres bénéficiaires sont inclus dans la succession. Vous pourriez souhaiter éviter de payer des frais d'homologation, de règlement de la succession sur votre régime. Vous désirez peut-être effectuer le transfert de façon aussi transparente et efficace que possible. Il se peut que vous souhaitiez laisser à quelqu'un un montant supplémentaire. Un des enjeux à considérer est que la personne qui reçoit cette somme ne paie pas d'impôt. C'est la succession qui va s'en charger. Ça signifie que les bénéficiaires, en vertu du testament, devront payer l'impôt sur le revenu issu de ce régime. Est-ce que c'était vraiment l'intention du défunt? De nombreux titulaires de régimes enregistrés ne sont pas conscients de l'incidence fiscale des désignations de bénéficiaires. Il s'agit là d'une occasion pour les conseillers de les en informer. Dans l'affaire Morrison, le juge, comme on a vu, a constaté que le défunt père n'avait probablement pas l'intention que la succession paye l'impôt sur le revenu exigé pour le faire, qu'il avait laissé à l'un de ses fils. Le juge a estimé que le défunt père ignorait ou avait mal compris les conséquences fiscales de la désignation de bénéficiaire et que celui-ci n'aurait pas voulu que la succession paie l'impôt sur le fonds enregistré de régime de retraite. Le juge a statué que le fils bénéficiaire devait rembourser à la succession l'impôt sur le revenu que celui-ci avait payé pour lui. Ce cas-là n'est pas inhabituel. Les bénéficiaires d'une succession qui se trouvent dans une situation similaire peuvent en arriver à une entente selon laquelle le bénéficiaire d'un régime enregistré paye la partie de l'impôt sur la succession attribuable à la disposition réputée de ce régime. Ils pourraient souhaiter aller plus loin pour essayer d'obtenir une ordonnance judiciaire à cet effet. S'ils ne le font pas, le paiement pourrait être considéré comme une contribution à la succession et ça pourrait entraîner des répercussions sur le taux progressif selon les nouvelles règles qui ont pris effet en janvier 2016. Dans un tel cas, la succession pourrait être imposée au taux maximal d'impôt sur le revenu pour tous les gains réputés et réels.
Donc, qu'arrive-t-il si le bénéficiaire désigné d'un REER selon le testament n'est pas le même que le bénéficiaire désigné en vertu d'un fonds distinct qui est un REER? Qui reçoit le produit au décès du rentier? Regardons le cas de Frédéric Littlechild et de Louise Orpin. Ils ont fait 22 ans de vie commune, puis se sont mariés 8 ans avant le décès de M. Littlechild. Ils avaient fait l'objet d'une séparation judiciaire pendant plus d'un an avant le décès de celui-ci. Fred et Louise se parlaient presque tous les jours, puis Fred avait deux fils d'une union précédente. Louise est nommée liquidatrice du testament, liquidatrice de la succession de Fred. Le 20 mars 2009, Fred a transféré les fonds de son REER de TD Waterhouse vers un REER de London Life et a désigné Louise comme bénéficiaire du REER. C'est ce REER qui fait l'objet du litige devant la Cour supérieure de l'Ontario. Le 14 mars 2011, le défunt a refait un testament en fonction duquel il lègue sa succession à ses deux fils, qui sont les intimés dans ce litige. Le 15 mars 2011, donc le lendemain, le défunt a signé un document de changement de désignation de bénéficiaire auprès de la London Life, en fonction de laquelle il supprimait le nom de la requérante et désignait ses fils à titre de bénéficiaires du produit de la London Life. Le 25 mars 2011, donc 10 jours plus tard, le défunt a refait un dernier testament, son testament final, laissant sa succession à la requérante et la désignant comme bénéficiaire de son REER. Le défunt n'est pas entré en contact à ce moment-là ou plus tard avec la London Life afin de modifier une nouvelle fois la désignation de bénéficiaire pour le produit de la London Life. La question est donc, quelle était l'intention de Fred concernant le bénéficiaire de son REER auprès de l'assureur? Donc, Louise est d'avis que la mention toutes les sommes que je pourrais avoir dans un REER à mon décès, qui était prévu à l'article 3 du testament de Fred, comprenait la police d'assurance vie détenue sous forme de REER. La formulation est identique à celle utilisée dans le testament de 2005 pour désigner Louise comme bénéficiaire du REER chez TD Waterhouse. Louise est d'avis que la formulation est suffisante pour décrire l'assurance et constitue une déclaration en faveur de Louise. La position des deux fils de Fred est que les fonds distincts sont des rentes et par conséquent une police d'assurance vie. La décision sur la révocation de bénéficiaires adéquate doit être fondée sur la loi sur les assurances et non la loi portant réforme du droit des successions. Le mot déclaration est défini dans la loi sur les assurances et inclut un acte dans lequel l'assuré désigne un représentant personnel ou un bénéficiaire à qui le produit de l'assurance sera payable, ou modifie ou révoque une telle désignation. Un acte s'entend notamment d'un testament aux fins de la loi sur les assurances. La déclaration dans le testament aux fins de la révocation ne respectait pas les exigences de la loi sur les assurances. La London Life n'a pas été avisée du dernier changement apporté à la désignation de bénéficiaire, contrairement au transfert précédent, au changement de désignation précédent. Donc, en conclusion, la Cour a établi que le REER était réputé être une police d'assurance vie sur la vie de l'assuré. Par conséquent, la loi sur les assurances a été appliquée, non la loi portant réforme du droit des successions, et le produit a été versé à Louise. Regardons maintenant la décision JR contre succession de JR contre Banque CIBC. Dans cette décision-là, Mme JB a un REER d'une valeur de plus de 30 000 chez la CIBC. Le 28 juin 2013, un jugement de divorce est rendu entre Madame et Monsieur. Puis le jugement prévoit que Mme JB doit transférer 30 000 à M. JR en REER dans un délai de 45 jours après que le jugement soit rendu au moyen du formulaire T2220 afin que le transfert soit effectué avec report d'impôt. En juillet 2013, Mme JB signe le formulaire T2220, mais pour une raison inconnue, M. JR n'a jamais signé ce même formulaire. Puis il décède le 2 mars 2014.
Le 4 août 2014, le liquidateur de la succession signe le formulaire T2220, mais CIBC refuse d'effectuer le transfert puisque M. JR est décédé avant que le transfert soit effectif. Dans la position qu'on voit à l'écran, l'ARC avait adopté comme position que l'alinéa 146-16B de la loi de l'impôt sur le revenu, lequel permet que le transfert d'un REER soit effectué euh, en report d'impôt, ne s'applique pas au montant transféré du REER d'un particulier vers celui d'un ex-conjoint si une des deux personnes décède avant que le transfert soit effectué. Dans l'arrêt de la succession de JR, la Cour a décidé que le décès du bénéficiaire du transfert ne constitue pas un obstacle au transfert qui avait été ordonné par un jugement antérieur. À partir du moment où le liquidateur de la succession manifeste son approbation au transfert, CIBC se devait d'effectuer le transfert. La Cour ajoute que le jugement de divorce du 28 juin 2013, qui a ratifié l'accord sur les mesures accessoires, constitue une expression de la décision des deux parties sur le partage du patrimoine familial. Ce partage est devenu exécutoire sous réserve du délai de 45 jours. Une fois ce délai expiré, le transfert du montant du REER de Mme JB prenait effet en faveur de son ex-conjoint. Le transfert est devenu assujetti à une formalité administrative que le décès ne pouvait pas empêcher. Maintenant, attention à une altération de la fiducie. Le cas de Morrison, qu'on a vu plus tôt, n'est pas inhabituel. Les spécialistes en planification successorale suggèrent plusieurs autres solutions. Les bénéficiaires d'une succession qui se trouvent dans une situation similaire peuvent en arriver à une entente selon laquelle le bénéficiaire d'un régime enregistré paye la partie de l'impôt sur la succession attribuable à la disposition réputée de ce régime. Ils pourraient souhaiter aller plus loin pour essayer d'obtenir une ordonnance judiciaire à cet effet-là. S'ils ne le font pas, le paiement pourrait être considéré comme une contribution à la succession et entraînerait des répercussions sur le taux progressif selon les nouvelles règles qui ont pris effet en janvier 2016. Ainsi, la succession serait imposée au taux maximal d'imposition. Que se serait-il passé si John Morrison était décédé après le 1er janvier 2016 et que tous les autres paramètres étaient restés les mêmes, notamment la décision du juge d'imposer à Douglas de rembourser la succession pour l'impôt que la succession a payé par rapport au fer? Donc, comme on disait, l'affaire Morrison a été réglée à la mi-décembre 2015, quelques semaines avant que les nouvelles règles régissant les fiducies testamentaires prennent effet. Examinons le cas suivant afin de le comparer à l'affaire Morrison. Donc, Lorraine est devenue veuve le 1er février 2016. À titre de liquidatrice de la succession, elle choisit la date de la première fin d'exercice de la succession. Elle choisit l'imposition à taux progressif de la succession à la première déclaration de revenus. La succession conserve son statut de succession assujetti à l'impôt à taux progressif pendant 36 mois suivant le décès de l'époux. La succession devra produire une autre déclaration de revenus le 31 décembre 2019 et elle paiera alors l'impôt sur le revenu au nouveau taux d'imposition fédéral unique le plus élevé. La date de fin d'exercice de la succession demeurera donc le 31 décembre. Lorraine n'aurait pas été en mesure de choisir l'imposition à taux progressif dans le cas de la première déclaration de revenus ou de conserver le statut de succession à taux progressif si toute autre personne que son époux avait contribué à la succession. C'est ce qui s'est produit dans le cas de l'affaire Morrison, lorsque l'un des fils a remis un montant à la succession. Si M. Morrison était décédé en 2016 ou plus tard, et que cette décision du tribunal avait été prise en 2016 plutôt qu'en décembre 2015, le remboursement à la succession concernant l'impôt sur le revenu payable pour le faire aurait altéré la fiducie testamentaire, la rendant inadmissible au statut de succession à taux progressif.
Donc, on vient de voir les règles applicables en matière de succession à taux progressif constituent une raison de plus de s'assurer de la clarté des intentions quant aux désignations. Les intentions sous-tendant certaines successions ne sont pas claires ou cohérentes avec les documents tels que les testaments. Une option disponible afin de clarifier le tout est d'écrire une déclaration d'intention. Elle énonce votre intention quant à la personne qui devra payer l'impôt sur le revenu qui sera exigible à votre décès sur la valeur globale du régime enregistré. Une autre option consiste à nommer le bénéficiaire du régime dans le testament et à préciser que le montant que cette personne reçoit du régime est net de l'impôt sur le revenu. Une troisième option consiste à acheter une assurance vie. Le produit de l'assurance vie peut être versé à la succession et servir à payer l'impôt sur le revenu. Il peut également être versé à d'autres bénéficiaires du testament afin d'égaliser leur part de la succession après le paiement de l'impôt sur le revenu du régime enregistré. Clarifiez vos intentions en discutant de votre planification successorale en présence de tous vos enfants. Mettez à l'épreuve vos plans et vos documents pour vous assurer qu'ils continuent de répondre à vos besoins. Il s'agit là d'un autre exercice à ne pas faire seul. Faites-le pour vous, faites-le pour vos héritiers. Faites-le avec des professionnels agréés, notamment des notaires, des spécialistes d'impôts et évidemment des conseillers financiers. Le liquidateur d'une succession peut choisir de payer l'impôt sur des actifs de régime enregistré de retraite ou de revenus au moment du décès, même si vous avez nommé votre époux une personne à charge admissible à titre de bénéficiaire. Cette façon de faire peut être logique si vous décidez dans les premiers mois de l'année, euh, si vous décédez dans les premiers mois de l'année. Dans ce scénario, un client afficherait un faible revenu l'année de son décès. Mais certains crédits d'impôt, pertes ou déductions seraient offerts cette même année pour compenser une partie du revenu de retraite enregistré imposable. Il peut être logique de nommer la succession à titre de bénéficiaire d'un régime lorsque un client veut répartir également le produit du régime au bénéficiaire, lorsqu'il veut que le bénéficiaire réponde à certaines conditions avant d'avoir droit aux actifs du régime, lorsque les actifs du régime sont détenus en fiducie pour le bénéficiaire, s'il est mineur, il y a une dépendance physique ou mentale ou s'il y a besoin de surveillance. Des legs spécifiques pourraient aussi devenir problématiques, par exemple si on a de multiples bénéficiaires. Sur le point 4, au décès d'un client, l'impôt devient payable sur le régime enregistré. Le bénéficiaire du régime recevra ses actifs sans retenue d'impôt. Qui va payer le montant d'impôt à ce moment-là? Ben, les sommes nécessaires vont être tirées des actifs restants de la succession s'ils sont suffisants pour couvrir ces coûts. Ça pourrait signifier que les autres bénéficiaires qui n'ont pas reçu de somme du régime enregistré soient perdants. Cette situation pourrait être injuste. Une solution pourrait consister à nommer la succession comme bénéficiaire du régime, de sorte que tous les bénéficiaires de la succession partagent le fardeau fiscal. La loi sur la succession est de compétence provinciale. Les lois peuvent changer au fil du temps. Assurez-vous de parler de désignation de bénéficiaires à un notaire de votre province, en particulier si un client veut désigner un bénéficiaire ailleurs que dans la juridiction du régime. Il est judicieux de passer en revue la liste des bénéficiaires chaque année. Les désignations de bénéficiaires applicables au REER, au FER ou au CELI ne sont pas révoquées, ne changeront pas automatiquement si votre situation familiale change. Si vous souhaitez modifier votre désignation de bénéficiaire lorsque vous ou un de vos clients vivez un changement dans vos relations, vous devez remplir un nouveau formulaire de désignation de bénéficiaire. N'oubliez pas, si vous transformez un REER en FER, que ces deux régimes sont considérés comme étant distincts. Les désignations de bénéficiaires ne seraient donc pas transférées automatiquement. Vous devez remplir un nouveau formulaire de désignation de bénéficiaire pour le faire, même si vous nommez la même personne. Si vous nommez un conjoint comme héritier de la rente, vous devez aussi nommer un bénéficiaire dans l'éventualité où l'héritier de la rente décédait avant le rentier initial.
Il n'est pas inhabituel d'avoir différents documents qui nomment différents bénéficiaires. Un exemple, c'est de nommer des bénéficiaires du produit d'une police d'assurance vie ou d'un contrat de placement enregistré qui diffèrent de ceux indiqués dans le testament directement ou dans un document autre qu'un testament. À d'autres moments, le libellé du testament est ambiguë et sujet à interprétation. Cette situation est souvent présentée devant les tribunaux et peut causer des litiges familiaux. En général, lorsqu'on nomme un bénéficiaire d'un placement enregistré comme un REER, un FER ou un CELI directement dans tout document autre qu'un testament et qu'une désignation de bénéficiaire a été faite dans un testament, euh, nommant des bénéficiaires différents, le produit pourrait être payable au bénéficiaire du document le plus récent, mais ça ne fonctionne pas toujours de cette façon. Regardons maintenant l'arrêt McConomy Wood. Dans cet arrêt, la mère désigne sa fille comme unique bénéficiaire de son frère. Le testament fait par la suite nommait la fille comme fiduciaire de la succession et évoquait la division de la succession entre les trois enfants. Le produit du fer est d'environ 392 000 au décès de madame. Le fer est-il assujetti à cette fiducie ou à d'autres réclamations juridiques? Ben, le juge Herold a déterminé que des preuves substantielles indiquaient que la mère souhaitait que ses trois enfants bénéficient à parts égales du produit du fer et il établit que le fonds du fer détenu en fiducie pour ensuite être réparti en parts égales entre les enfants. Maintenant, regardons l'affaire de la succession Ashton. Elle montre les incidences d'inclure des dispositions de révocation dans le testament. Dans ce cas-ci, le rentier d'un contrat de fer a désigné ses 8 enfants comme bénéficiaires sur la proposition sur l'application en 87, puis à nouveau lorsque les fers ont été combinés en 98. Les fonds n'étaient pas détenus auprès d'un assureur. Ashton a rédigé son testament en 2001, modifiant la répartition indiquée dans l'application initiale. La nouvelle répartition entre les enfants était alors inégale et prévoyait un don à un organisme de bienfaisance. Le testament comportait la clause standard. Par la présente, je révoque toutes les dispositions testamentaires que j'ai pu prendre auparavant. Ashton est ensuite décédé en 2007. Les fiduciaires de la succession du défunt ont demandé aux tribunaux de déterminer les droits appropriés des enfants quant au fonds du fer évalué à 370 000 puisque le testament ne comportait aucune référence à la désignation courante. Certains enfants auraient bénéficié de la clause révocatoire puisque leur part aurait été plus importante. Le juge a toutefois conclu que la clause révocatoire générale utilisée dans la plupart des testaments se rapporte à toutes les dispositions testamentaires, incluant les désignations de bénéficiaires effectuées dans tout document autre qu'un testament. Les désignations de bénéficiaires du FER ont été révoquées, même si le FER n'était pas expressément couvert dans la clause révocatoire du testament. Date de cette présentation, aucune décision de la Cour d'appel de l'Ontario n'avait infirmé la décision du dossier Ashton. Là encore, on comprend pourquoi les clients, leurs conseillers juridiques, leurs conseillers en sécurité financière devraient se méfier de l'utilisation des clauses révocatoires dans les testaments. Une approche prudente serait d'identifier de façon précise toutes les polices, les contrats et les bénéficiaires dans le testament. Regardons maintenant la décision Desharnais contre Hamel de la Cour supérieure du Québec. Le 24 janvier 2005, Robert Hamel ouvre un compte de REER auprès d'Investissement Manuvier. Les bénéficiaires désignés de ce compte sont ses enfants. Le 25 août 2005, Robert Hamel épouse Mme Desharnais. Le 10 novembre 2005, M. Hamel et Mme Desharnais rédigent tous deux leur propre testament notarié. Le testament de Robert Hamel indique qu'il lègue tous les droits, titres et privilèges qu'il détiendrait au moment de son décès dans tout régime enregistré d'épargne retraite. Les legs à titre particulier mentionnés à l'article 4 du testament de Robert Hamel incluent 5 actifs clairement définis.
une résidence, ses droits dans le patrimoine familial, toute somme d'argent déposée dans un compte bancaire conjoint, une voiture et surtout tous les droits, titres et privilèges qu'il détiendrait dans un REER. Robert Hamel est décédé le 7 mars 2006. Après le décès de leur père, les enfants de Robert Hamel ont reçu l'investissement Manuvie leur part du REER, puisque Manuvie les considérait comme les bénéficiaires du régime de retraite. Madame Desharnais, l'épouse de feu Robert Hamel, a demandé au tribunal d'être déclarée héritière de l'intégrité du REER détenu au décès de M. Hamel, conformément au testament. L'article 64 de la loi sur les régimes complémentaires de retraite indique que la désignation de bénéficiaire et sa révocation sont régies par les articles 2445 à 2459 du Code civil, compte tenu des adaptations nécessaires. L'article 2450 du Code civil du Québec prévoit quant à lui que la désignation contenue dans un testament ne vaut pas à l'encontre d'une désignation antérieure à la signature du testament, à moins que le testament ne mentionne la police d'assurance en cause ou que l'intention du testateur à cet égard ne soit évidente. Le tribunal a rappelé la position de certains auteurs. Si un contrat clair existe, le rôle de la juge est de l'appliquer plutôt que de l'interpréter. Le tribunal mentionne que le testament est notarié et par conséquent, il constitue une preuve contre toute personne quant aux déclarations des parties en lien direct avec le testament. Le tribunal conclut que Robert Hamel a révoqué la désignation de bénéficiaire de son REER lorsqu'il a signé son testament, puisqu'il a clairement nommé son REER dans son testament. Le tribunal ordonne aux enfants de remettre à Mme Desharnais les montants reçus d'investissement Manuvie, plus les intérêts. Dans le cas des FER, lorsque vous nommez votre conjoint en tant que bénéficiaire, on vous donne l'option que votre conjoint reçoive le FER, soit à titre de montant forfaitaire, de versement continu ou de le nommer héritier de la rente pour ce faire. Si vous ne choisissez pas de le nommer héritier de la rente, le FER du défunt sera fermé, entraînant la disposition des placements du FER, suivi d'un transfert vers un REER ou un FER du conjoint survivant. Cette situation peut comporter plusieurs inconvénients. Le moment pourrait être mal choisi pour vendre les placements du fer, ou les frais de vente pourraient être désavantageux. De plus, il faut tenir compte du problème de la préparation de la documentation pendant une période difficile et stressante pour le conjoint survivant. Nommer un héritier de la rente ne présente aucune difficulté. Le conjoint prend simplement la relève du défunt et continue de recevoir les versements du fer à sa place. Ce changement ne modifie pas les placements du fer. Il n'est pas nécessaire de réaliser un nouveau contrat. Comment faire ce processus? Il y a deux moyens. Un conjoint ou un époux est nommé comme héritier de la rente. Si le titulaire d'un fer a nommé son conjoint comme héritier de la rente, soit dans le contrat de fer ou dans son testament, le partenaire survivant devient le nouveau rentier du fer et recevra les versements du régime. Tous les montants versés après la date du décès seront imposables pour le conjoint survivant. La succession et le conjoint survivant choisissent de traiter ce dernier. Donc, l'autre façon, le second moyen, c'est que la succession et le conjoint survivant choisissent de traiter le conjoint survivant comme héritier de la rente. Même si le titulaire du fer n'a pas nommé son conjoint comme héritier de la rente, le liquidateur de la succession peut remettre le fer au conjoint survivant pour satisfaire le droit à une pension de retraite en vertu du testament du titulaire décédé, en donnant des instructions écrites à l'institution financière de considérer le conjoint survivant comme héritier de la rente. Un bénéficiaire peut être n'importe qui, bénéficiaire d'un compte d'épargne libre d'impôt. Au décès du titulaire du CELI, les fonds sont transférés au bénéficiaire. Si le bénéficiaire est un conjoint, le conjoint a le droit de faire des cotisations exclues à son propre CELI. Les cotisations ne peuvent excéder la valeur de marché du CELI du défunt à la date du décès du titulaire initial.
Si ça s'applique, les fonds du CELI restent à l'abri de l'impôt pour le survivant et ses droits de cotisation ne sont pas touchés. Il faut aviser l'ARC dans le cas d'une cotisation exemptée faite à titre de survivant dans les 30 jours du transfert au moyen du formulaire RC 240. Si le bénéficiaire est toute autre personne que le conjoint, euh, les fonds ne sont plus enregistrés à compter de la date du décès du titulaire initial et ne sont plus à l'abri de l'impôt. Les fonds sont transférés à un compte non enregistré au nom du bénéficiaire. Tout gain en capital futur est calculé au moyen de la valeur des placements à la date du décès du titulaire initial. Un époux ou un conjoint de fait peut également être désigné à titre de titulaire subsidiaire. Dans un tel cas, les fonds sont transférés au survivant au décès et les fonds restent à l'abri de l'impôt pour le survivant. Les droits de cotisation du survivant ne sont, encore une fois, pas touchés. Les avantages de nommer un conjoint bénéficiaire d'un CELI incluent que les fonds peuvent être transférés au CELI du conjoint si le conjoint est indiqué comme bénéficiaire dans le choix. Lorsqu'un titulaire subsidiaire est nommé, euh, les fonds restent dans le CELI. Puisque les désignations sont spécifiques au compte, il est possible de nommer différents titulaires subsidiaires ou bénéficiaires pour chaque compte. Dans les deux cas, il n'y a aucun frais d'homologation. Un élément de planification à considérer serait de nommer un bénéficiaire en plus du titulaire subsidiaire. Si le titulaire et le titulaire subsidiaire décèdent en même temps, le bénéficiaire obtiendra le CELI. S'ils sont tous les deux en vie, le titulaire subsidiaire a préséance par rapport au bénéficiaire. Par contre, au Québec, il n'est pas possible de nommer un titulaire subrogé pour un CELI. Vos clients ont-ils nommé un bénéficiaire dans toutes leurs applications de FER? Les bénéficiaires nommés dans les applications de REER ne suivent pas automatiquement lors du transfert vers un FER. Si une personne souhaite transférer des fonds enregistrés directement des bénéficiaires à son décès sans que ces fonds passent par la succession, vous devez vous assurer que votre client nomme des bénéficiaires sur les nouvelles applications de FER. Omettre de le faire pourrait entraîner des problèmes lors du règlement de la succession ou une distribution non conforme aux souhaits de votre client. Des frais d'administration de la succession pourraient également s'appliquer. Les institutions financières pourraient gérer les conversions internes de façon différente et transférer les désignations de bénéficiaires. L'Empire Vie est l'une de ces sociétés. À l'Empire Vie, tant les investissements que les désignations de bénéficiaires sont transférés par défaut du REER vers le FER pour les fonds distincts. C'est d'ailleurs confirmé dans la brochure documentaire que le client reçoit lorsqu'il établit un REER. Un problème, c'est que la désignation de bénéficiaire original du REER pourrait avoir eu lieu à l'établissement, qui peut dater de plusieurs décennies. Il pourrait y avoir eu un divorce ou deux, des enfants décédés ou des conflits. Est-ce que cette désignation reflète toujours le souhait du titulaire? Si un conjoint est nommé bénéficiaire du REER, puis héritier de la rente pour le faire, qui est le bénéficiaire du FER? Il y a peut-être plus de bénéficiaires pour ce régime. On me pose souvent des questions sur la façon d'aider des couples à structurer leurs finances afin de respecter leurs attentes en matière de revenus à la retraite. Voici donc une étude de cas. Samuel et Christine vivent à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Samuel va bientôt célébrer son 71e anniversaire de naissance cette année. Il a conservé son REER afin d'optimiser les avantages de l'abri fiscal. Il a désigné sa femme comme bénéficiaire de ce régime. Samuel veut transformer son REER en fer. Mais il veut s'assurer que Christine reçoive le solde du plan s'il venait à décéder avant elle. Samuel et Christine sont à l'aise avec la répartition des placements qu'ils veulent conserver. Ils pensent qu'il suffit de remplir un formulaire de conversion du REER de Samuel en fer auprès de la même institution et de déterminer le montant requis chaque mois pour financer leur style de vie. Christine recevrait automatiquement les prestations au décès de Samuel. Mais est-ce vraiment le cas? Regardons ça. Christine n'est pas automatiquement la bénéficiaire du FER.
Si Samuel ne la nomme pas bénéficiaire de son frère, alors au décès de Samuel, le sol pourrait être converti et payé à la succession de Samuel. Samuel doit faire cette désignation précise auprès de son institution financière ou dans son testament. Lorsque Samuel désigne Christine comme unique bénéficiaire de son frère, alors, à son décès, le frère va être converti. Les placements sous-jacents sont vendus et le solde est versé à Christine. Elle peut décider de faire un transfert en report d'impôt du frère de Samuel à son propre frère et ainsi de mettre la valeur du régime de Samuel immédiatement avant son décès à l'abri de l'impôt. Les prestations seraient recalculées selon l'âge de Christine. Si la succession est le bénéficiaire et que l'époux conjoint de fait est désigné comme bénéficiaire résiduel en vertu d'un testament valide, alors le liquidateur de la succession et l'époux, le conjoint de fait, pourraient faire un choix conjoint de transférer en report d'impôt une partie ou la totalité de la valeur du REER du fer au décès dans le régime d'épargne retraite du survivant. Quand un époux ou conjoint de fait hérite de votre fer, vous avez l'option de nommer votre époux ou conjoint de fait héritier de la rente ou bénéficiaire. La désignation d'héritier de la rente permet à votre époux ou conjoint de fait de recevoir votre fer selon les modalités originales du régime. Par exemple, si les paiements minimaux de votre fer ont été calculés selon votre âge, les paiements de votre époux conjoint de fait que votre époux ou conjoint de fait recevra continueront d'être basés sur votre âge. Par contre, la désignation de bénéficiaire exige généralement que votre époux ou conjoint de fait établisse un nouveau fer selon de nouvelles modalités. Si votre époux ou conjoint de fait est plus jeune, ceci peut donner lieu à des paiements minimaux moins élevés et à un abri fiscal plus élevé. Une bonne pratique, c'est de nommer un titulaire subrogé et un bénéficiaire au cas où l'époux décédait. Dans cette étude de cas, si Samuel a l'intention de préserver la structure des placements et les paiements de son frère au profit de Christine, alors il devrait la nommer héritière de la rente de son frère, soit dans les documents du régime auprès de l'institution financière ou dans le cas d'un frère qui a recours au fonds commun de placement, spécifiquement dans son testament. Ainsi, Christine deviendrait simplement titulaire du fer sans autre formalité administrative et elle continuerait de recevoir les paiements, comme ils ont été structurés à l'origine. Les placements sous-jacents ne seraient pas vendus, ce qui éviterait des frais, des pertes potentielles si les placements avaient baissé de valeur au moment du décès de Samuel. Christine n'aurait pas à s'en faire avec des feuillets additionnels pour déclarer les revenus ou la variation de la valeur entre le moment où Samuel est décédé et celui où elle est devenue titulaire du régime. Le transfert se ferait de façon imperceptible. Je vous invite à aller sur le site web de l'Empire Vie pour obtenir le document présenté qui détaille un exemple de cas où un héritier de la rente est nommé pour un fer. Un autre document détaille quant à lui un exemple de cas où un héritier de la rente est nommé par le représentant légal du rentier décédé. Quelles sont les principales différences entre nommer votre partenaire héritier de la rente plutôt que le nommer bénéficiaire du fer? Si le conjoint est nommé bénéficiaire, le régime est, comme on disait, le régime est liquidé. Les actifs sont ensuite transférés en franchise d'impôt au fer de l'époux. Les paiements minimaux du fer sont calculés selon l'âge du survivant et la juste valeur marchande, juste valeur de marché des actifs à la date du transfert est le nouveau PBR. Si le conjoint est nommé héritier de la rente, le régime n'est pas liquidé. Il est plutôt maintenu au nom du survivant et les paiements minimaux se poursuivent sur la même base que celle du régime original. La valeur comptable des actifs est inchangée. Dans l'arrêt Boulos, M. Yura Kagek et M. Boulos sont amis très proches depuis les années 80. Lorsque M. Kagek a déménagé en Californie au début des années 90, M. Boulos s'occupait des affaires financières de M. Kagek. Celui-ci détenait aussi un certain nombre de comptes auprès de Duca Financial Services Credit Union, conjointement avec M. Boulos. Il détenait aussi 3 REER ouverts durant les années 80
pour lesquels M. Boulos avait été désigné bénéficiaire. La mère de M. Kagek est décédée en 2008 et, n'ayant pas d'autres relatifs, M. Kagek décide de laisser la totalité de sa succession à M. Boulos. Duca Financial convertit les REER de M. Kagek en fer à la fin de 2011 puisqu'il a eu 71 ans au cours de l'année. Les émetteurs de REER convertissent automatiquement les comptes de REER en fer au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le rentier atteint l'âge de 71 ans, en conformité avec l'article 146.2b.4 de la loi de l'impôt sur le revenu. Cet article prévoit qu'un REER ne peut pas exister après cette date et en l'absence de directive de la part du rentier. C'est à l'institution financière d'effectuer la conversion. Par contre, les comptes REER sont convertis en fer sans faire remplir un formulaire de demande à M. Kagek, ni une nouvelle désignation de bénéficiaire qui aurait pu lui permettre de désigner M. Boulos comme bénéficiaire. M. Kagek a réitéré en 2012 son intention de faire de Boulos son bénéficiaire. M. Kagek décède en Californie sans testament le 7 mai 2015, puis M. Boulos est quant à lui décédé le 18 février 2017. Mme Boulos est nommée liquidatrice et seule bénéficiaire de la succession de son mari. Duca Financial a tenté de régler les comptes de M. Kagek avec son cousin Jacob. Duca a demandé de l'information, y compris celle pour vérifier l'identité de celui-ci à titre de cousin de M. Kagek, mais cette information n'a pas été soumise à Duca Financial. Mme Boulos a entamé des procédures pour faire de M. Boulos le bénéficiaire des fers de M. Kagek en octobre 2019. Duca Financial consent à lui remettre les fonds par décision d'un tribunal. Puis, Duca Financial a tenté de nouveau d'obtenir de l'information du cousin de Jacob, qui a demandé une prolongation du délai et n'a présenté aucune information ou avis de comparution. Le tribunal a refusé toute demande d'ajournement. Il a pris connaissance de la demande de Mme Boulos par écrit en raison de la COVID. Pour rendre sa décision, le tribunal a pris en compte l'article 51 de la Succession Law Reform Act, qui régit les désignations de bénéficiaires qui ont un intérêt dans des fonds, incluant des REER et les FR. Le juge fait référence à la décision Ashin Estate qu'on a vu un petit peu plus tôt, dans laquelle le juge Mekaisaak avait déterminé que les fers dérivaient des fers, les fers dérivaient des REER desquels ils ont été convertis. Le juge fait également référence à l'arrêt Meconomy, dans lequel le juge avait déterminé que lorsqu'un don est fait, une considération très importante est l'intention de la personne qui fait ce don. Selon le juge, la preuve démontre que M. Kagek voulait donner les fonds de ses REER à M. Boulos et que la conversion de ses REER en un autre régime enregistré n'affectait pas cette intention. Il conclut donc que M. Kagek a fait don de ses REER et des fers qui en dérivent à M. Boulos. Certaines conséquences non planifiées peuvent affecter la répartition équitable des actifs de la succession. Regardons ce scénario. Vous avez laissé votre REER de 250 000 à votre fils adulte et votre portefeuille de fonds communs non enregistré de 250 000 avec une composante élevée de gain en capital latent à votre fille adulte. Vous vous dites que sur la base des montants avant impôt, ces portions sont égales. Nous savons que si une personne est nommée bénéficiaire, le REER ou le FER n'est pas soumis à l'homologation. Toutefois, si la succession est le bénéficiaire, le REER ou le FER sera soumis à l'homologation. Puisque votre fils n'est pas un bénéficiaire qualifié, mais tout de même un bénéficiaire, il recevra les 250 000 La succession acquitte la facture d'impôt selon la loi de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu exigible est payé par la succession avant que votre fille ne reçoive le résidu. Cet impôt exigible est d'environ la moitié de la valeur du REER, du FER, plus l'impôt sur le gain en capital exigible sur le portefeuille de fonds communs. La fille pourrait donc recevoir 100 000 ou moins,
La prochaine réunion familiale pourrait être tendue. Si les actifs de la succession ne suffisent pas à payer l'impôt sur le REER sur le fer, la loi d'impôt sur le revenu réduit cette répartition inéquitable en considérant le bénéficiaire du REER responsable solidairement de l'impôt pour le seul dû. Selon l'article 160.2, paragraphe 1 de la loi de l'impôt, quand la succession du rentier décédé d'un REER n'a pas suffisamment d'actifs pour payer la facture d'impôt créée par le REER au décès, les bénéficiaires du REER sont conjointement et solidairement responsables de l'obligation fiscale en excédant en proportion du montant attribuable en lien avec les avantages reçus. Selon la législation proposée, l'intérêt sur le solde de la dette peut aussi s'appliquer. Ceci étant dit, dans l'arrêt O'Callaghan, rendu en 2016, la sœur d'un défunt était bénéficiaire du REER de son frère décédé et a été tenue responsable de l'impôt pour l'année de décès du frère, même si la succession n'a pas été cotisée. Il est donc important de vous assurer de mettre à jour vos désignations de bénéficiaires et de vous assurer que le contenu de votre testament concorde avec le reste. La vie va être beaucoup plus facile pour ceux et celles que vous laisserez derrière vous si toutes vos affaires sont en ordre. Si la succession est nommée bénéficiaire, la totalité du REER est imposable pour la personne décédée dans la déclaration de revenus de l'année du décès. Cependant, l'époux conjoint de fait peut choisir, conjointement avec le liquidateur de la succession, de transférer une partie ou la totalité du REER à l'époux ou au conjoint. Tout montant de ce transfert qui n'a pas été cotisé au REER de l'époux est imposable pour l'époux. Le montant total transféré à l'époux est déductible du revenu de la personne décédée, mais tout montant non transféré est imposable pour la personne décédée. Si un époux ou conjoint de fait est nommé bénéficiaire et que la totalité du REER est transférée au REER de l'époux avant la fin de l'année qui suit l'année du décès du titulaire du régime, alors ni la personne décédée ni l'époux ne doit payer d'impôt sur le REER. Si la totalité du REER n'est pas transférée ou que le délai n'est pas respecté, alors la valeur du REER au décès est imposable pour la personne décédée. Toutefois, l'époux peut produire un formulaire, le formulaire RC 4177, qui permet le transfert de ce revenu hors de la déclaration de revenus de la personne décédée. Selon le moment où cette mesure est prise, elle pourrait nécessiter un amendement à la déclaration de revenus de l'année du décès. Une partie ou la totalité du revenu, jusqu'à concurrence de la valeur du REER au décès, peut être transférée à l'époux. Ce montant, plus toute augmentation de la valeur à compter de la date du décès jusqu'à la fin d'année qui suit l'année du décès, est admissible à un transfert dans le REER de l'époux. L'augmentation de la valeur à compter de la fin de cette seconde année jusqu'à la date du transfert du REER de la personne décédée est imposable pour l'époux sans option d'abri fiscal. Dans l'exemple qu'on a vu un petit peu plus tôt, si le père avait travaillé avec un conseiller en sécurité financière qualifié dans cette situation, il aurait probablement examiné les répercussions de son programme et élaboré une stratégie qui aurait donné de meilleurs résultats. Par exemple, il aurait pu nommer les deux enfants bénéficiaires de son REER afin de permettre un partage plus approprié de la facture d'impôt, ou une partie du REER aurait pu être attribuée à sa succession pour améliorer l'héritage de sa fille. Le portefeuille non enregistré aurait pu être légué de la même façon par testament. Des situations comme celle-ci ont le potentiel de créer un conflit à long terme entre les membres de la famille. Puis en l'absence d'un programme bien structuré pour administrer la succession, il n'est pas inhabituel de voir les bénéficiaires, frères et sœurs dans ce cas-ci, se disputer à propos de leur part respective des actifs d'une personne décédée, selon qu'ils croient que la personne décédée avait l'intention qu'ils reçoivent un montant ou un autre. Aussi, quand un parent souhaite laisser des parts d'héritage inégales à ses enfants à son décès, c'est très important qu'il demande l'aide de professionnels juridiques. Il doit avoir une bonne raison de distribuer son héritage en parts inégales. Par exemple, pour compenser un aidant naturel ou en raison d'une maladie ou d'une invalidité.
Sinon, les enfants pourraient intenter des poursuites contre la succession d'un parent décédé. Quand vous parlez à vos clients de la désignation de bénéficiaires de REER et de FER, assurez-vous de discuter des répercussions fiscales au décès. Cette discussion aidera à faire la lumière sur un sujet avec lequel de nombreux Canadiens ne sont pas familiers et à s'assurer que les intentions de votre client sont respectées. Certaines limites et malentendus peuvent survenir lorsque des bénéficiaires sont nommés relativement à certains investissements et polices d'assurance vie. Une de ces limites est celle relativement à la protection des créanciers et l'exception qui s'applique à l'Agence du revenu du Canada en matière d'impôts. L'ARC peut s'en remettre au paragraphe 161 de la Loi de l'impôt sur le revenu, lequel prévoit que lorsqu'une personne transfère, directement ou indirectement, une somme d'argent ou des biens à une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, le paragraphe 161 rend le bénéficiaire et l'auteur du transfert solidairement responsables du paiement d'une partie de l'impôt de l'auteur du transfert. D'autres règles spécifiques existent également relativement à certains transferts précis, comme par exemple l'article 160.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui s'applique aux sommes reçues par un contribuable à titre de bénéficiaire d'un REER. Ces dispositions ont été analysées par la Cour canadienne de l'impôt dans l'arrêt Higgins rendu en 2013. Donc, Monsieur Arthur Higgins avait nommé ses deux filles bénéficiaires à part égale d'un fonds distinct non enregistré au terme d'un document signé le 22 avril 1999. Il avait fait une série de retraits mensuels avant de décider le 12 février 2002. Le solde de 10 192 a été distribué aux deux filles, lesquelles ont reçu un chèque d'un montant de 5 096 et 98 sous. Les deux filles reçoivent aussi des chèques de 29 271 et 68 sous, chacun relativement à un fer qui était détenu par M. Higgins. M. Higgins n'avait pas laissé de testament. Le représentant de la compagnie d'assurance vie a informé une des sœurs qu'elle n'aurait pas d'impôt à payer sur la somme de 5 096 issue du fonds distinct non enregistré. Elles ont toutefois décidé de conserver cet argent jusqu'à ce qu'elles communiquent avec des bureaux de l'ARC. À compter de 2002, l'une des sœurs a une série de discussions et d'échanges de documents avec l'ARC. En 2002, un employé de l'ARC lui confirme qu'à titre de bénéficiaire d'une police d'assurance vie, elle n'aurait pas d'impôt à payer sur l'argent reçu. La même année, elle reçoit un appel d'un employé de l'ARC qui l'informe qu'une déclaration de revenus doit être produite au nom de la succession de son père. En 2004, une des sœurs a envoyé à l'ARC une lettre et elle y avait joint une série de documents. La sœur qui avait communiqué avec l'ARC se rappelait que l'employé de l'ARC avait mentionné le fait que l'article 160 de la loi de l'impôt sur le revenu pouvait s'appliquer, mais qui était d'avis que l'ARC ne donnerait probablement pas suite à l'affaire compte tenu du faible montant en cause. Elles n'ont toutefois eu aucune nouvelle jusqu'en 2010. En août 2010, une des sœurs est contactée par un agent du service de recouvrement de l'ARC qui l'informe que son père avait un arriéré d'impôt. On se rappelle que le montant relatif au placement non enregistré s'élève à environ 5 096 pour chacune des filles. Les filles vont en appel la cotisation transmise par l'ARC et se rendent éventuellement jusqu'à la Cour. La position de l'ARC est à l'effet que le fonds distinct en cause n'était pas une police d'assurance vie traditionnelle. L'avocat de l'ARC fait valoir que les deux sœurs avaient été nommées bénéficiaires révocables de ce fonds et que leur père exerçait le plein contrôle de ce fonds jusqu'à sa mort. C'est qu'en 2002, au décès de leur père, que les appelantes avaient pu se voir transférer le bien. Les filles de M. Higgins sont quant à elles d'avis qu'elles étaient, en vertu du contrat conclu par leur père avec la compagnie d'assurance vie, bénéficiaires du fonds distinct et non la succession de leur père, puisqu'elles avaient été nommées bénéficiaires depuis 1999 de toute somme qui se trouverait encore dans ce placement au décès de M. Higgins. Les prestations devaient être transférées aux deux filles directement, conformément aux obligations contractuelles auxquelles la compagnie d'assurance vie était tenue, et le fonds distinct non enregistré était de l'assurance vie.
Le juge conclut que le fonds du teint non enregistré semble s'agir d'un produit hybride constitué d'une police d'assurance vie et d'un placement classique. Le fait que la désignation de bénéficiaire était révocable est, selon lui, un leurre. Depuis 1999, cette désignation était demeurée inchangée et, avant sa mort, Arthur Higgins retirait de l'argent du fonds de la même manière qu'il est possible d'obtenir des fonds d'une police d'assurance vie existante assortie d'une valeur de rachat ou selon les termes propres à cette police. Le juge conclut qu'en ce qui concerne la nature du fonds distinct en cause, son aspect essentiel se rapportait à la composante relative à l'assurance vie. La succession n'était pas partie au contrat de fonds distinct et le ministre a tenu pour acquis, à tort, que le fonds distinct entrait dans la catégorie des REER ou des FR. Le juge retient la proposition selon laquelle le droit de conférer une prestation de décès à des bénéficiaires désignés était une composante faisant partie intégrante du régime de la police en vigueur et indissociable de ce régime, de cette police. Les deux appels sont donc accueillis et les deux cotisations relatives au montant de 5 096 établies à l'égard de chacune des appelantes, donc chacune des sœurs en application du paragraphe 161, sont annulées. Pour ce qui est de la responsabilité des filles issues en application du paragraphe 160.2 de la loi de l'impôt sur le revenu, la Cour établit que chacune n'est responsable que du montant exact de l'impôt qui s'applique à la somme précise au titre du faire que chaque appelante a reçu. Donc, d'autres jugements de la Cour canadienne de l'impôt. Dans la décision Kiperchuk contre la reine, le ministre avait établi une cotisation à l'égard de l'appelante compte tenu du fait que l'ex-mari de celle-ci lui avait transféré le produit de son REER à son décès sans contrepartie, alors qu'il avait une importante dette fiscale en vertu de la loi d'impôt sur le revenu. La Cour établit que l'appelante n'était ni l'épouse de l'auteur du transfert, ni une personne qui avait un lien de dépendance avec l'auteur du transfert au moment de ce transfert. Les conditions prévues à l'article 160 n'étaient donc pas toutes remplies et l'article 160 ne s'applique pas. Dans l'arrêt Coucheta, Madame était mariée à M. Jouba. Elle est l'unique bénéficiaire désigné des deux REER détenus par M. Jouba au moment de son décès. Les parties conviennent que le transfert des REER a eu lieu immédiatement après le décès de M. Jouba. Elles conviennent également que le mariage de M. Jouba à Mme Coucheta s'est terminé immédiatement après son décès. Autrement dit, les parties acceptent qu'au moment du transfert, Mme Coucheta n'était plus mariée avec M. Jouba. Par contre, rien dans la loi n'indique que le législateur avait l'intention de soustraire à l'application du paragraphe 161 les transferts de biens à une veuve ou à un veuf, et ce paragraphe trouve donc application dans ce cas-ci. Les prestations au décès d'une police d'assurance vie payées aux bénéficiaires ne font pas partie des actifs de la succession, tandis que les investissements payés hors de la succession sur instruction testamentaire vont généralement être considérés comme un transfert d'actifs. La pratique conventionnelle consiste à nommer un bénéficiaire, particulièrement s'il y a un époux survivant. Cette désignation permet d'éviter les frais d'homologation pour le REER. De plus, habituellement, l'époux transfère la totalité du REER dans son propre REER. Ce transfert permet de reporter l'impôt. Par contre, cette stratégie de planification de la succession conventionnelle et presque automatique mérite probablement un examen plus approfondi. Les avantages de toute forme de planification fiscale découlent de l'un ou l'autre des deux éléments suivants. D'un taux d'imposition marginal plus avantageux ou d'un report d'impôt. Certaines stratégies de planification fiscale bénéficient des deux, d'autres de l'un des éléments, mais pas de l'autre. Et certaines bénéficient de l'un alors que l'autre a une incidence négative. Le transfert libre d'impôt du REER d'une personne décédée au REER de l'époux bénéficie sans contredit du report d'impôt. Toutefois, le transfert peut être désavantagé par les taux d'imposition marginaux. Par exemple, si l'époux survivant se retrouve avec un revenu très élevé, il pourrait voir sa prestation de sécurité de vieillesse réduite et même et être soumis à des taux marginaux élevés. Donc, il pourrait être sage de sortir des sentiers battus et de considérer d'exposer délibérément une partie du REER de la personne décédée à l'impôt
si le taux marginal est faible lors de la déclaration de la date du décès. Il pourrait aussi faire du sens d'exposer une partie de ce même revenu au taux marginal du survivant au cours de la même année d'imposition. Pour la situation de bénéficiaire désigné, ceci impliquerait des choix à faire sur le formulaire RC 4177. Pour la succession comme bénéficiaire, ça impliquerait des choix conjoints de l'époux et du liquidateur qui pourraient s'avérer être la même personne. C'est important de noter qu'au Québec, il n'est généralement pas possible de désigner des bénéficiaires dans les applications de REER ou de FER. Les actifs de REER et de FER sont généralement transmis à la succession de la personne décédée et régis par les dispositions du testament du défunt. Un titulaire de police peut nommer un bénéficiaire sur l'application d'un placement fondé sur l'assurance ou dans une déclaration subséquente. Une déclaration est généralement un instrument signé par le titulaire de la police qui va modifier ou révoquer une désignation et indique son intention de faire une nouvelle désignation. Habituellement, ceci est sous forme de testament ou de document de fiducie. De temps à autre, un testateur pourrait révoquer une désignation de façon non intentionnelle dans son testament. Malheureusement, dans la plupart des cas, le titulaire de la police n'informe pas l'assureur de la révocation et de la nouvelle désignation de bénéficiaire. Une séparation et un divorce n'altèrent pas la validité d'un testament dans la plupart des juridictions. Ils peuvent rendre nuls des dons faits aux anciens époux. Ils ne révoquent pas les désignations de bénéficiaires faites dans des régimes enregistrés et dans les placements fondés sur l'assurance vie comme les contrats intérêts garantis et les fonds distincts dans la plupart des juridictions hors Québec. Un titulaire de police pourrait ne pas communiquer avec l'institution financière pour l'aviser d'un changement de bénéficiaire d'un ancien époux à quelqu'un d'autre. Ça présente un risque puisque le produit au décès de l'assuré pourrait se retrouver dans les mains de la mauvaise personne. À l'inverse, si un testament qui est révoqué contenait une déclaration d'assurance, cette déclaration d'assurance est également révoquée. Si aucune nouvelle désignation n'est effectuée après la révocation, le produit serait payé au titulaire ou à la succession du titulaire si le titulaire est l'assuré. Une affaire a été portée devant les tribunaux en 2005, puis elle démontre encore une fois que ceux-ci ont besoin d'une preuve claire de l'intention de changer la désignation du produit d'assurance. Des documents tels que les ententes de séparation, qui contiennent habituellement des clauses qui libèrent les parties de toute réclamation à l'encontre de la succession de l'un de l'autre, pourraient ne pas avoir d'incidence sur les désignations dans les contrats d'assurance. Donc, en effet, dans l'affaire de la succession de Francesco Gaudio, la Cour supérieure de l'Ontario a statué que même s'il y avait une entente de séparation entre la personne décédée et son ex-épouse, la désignation en faveur de l'ex-épouse était toujours en vigueur. Une séparation ou un divorce n'annule pas une désignation de bénéficiaire existante, révocable ou irrévocable, dans les provinces de common law. Notez par contre qu'en Saskatchewan, une police et ses caractéristiques doivent être listées sur le formulaire de demande d'homologation. Le produit n'est pas inclus dans le calcul des frais d'homologation quant à un bénéficiaire désigné. Une désignation de bénéficiaire créée par déclaration dans un testament est toujours révocable, même si le testateur en indique autrement. Ainsi, si un testament est révoqué, alors la désignation qui se trouve dans le testament est également révoquée. Au Québec, dans le cas d'une séparation légale, la désignation du partenaire en tant que bénéficiaire va être maintenue, sauf si une décision des tribunaux ne modifie cette désignation. Par contre, un divorce au Québec annule la désignation de bénéficiaire. À titre de comparaison, la dissolution d'une relation de common law n'a aucun effet sur la désignation d'un conjoint de fait en tant que bénéficiaire. Le titulaire doit changer son bénéficiaire s'il veut que quelqu'un d'autre hérite. Aussi, quand un époux marié ou en union civile est nommé bénéficiaire au Québec, par défaut, cette désignation est irrévocable, à moins que le titulaire n'ait spécifiquement indiqué que cette désignation est révocable dans l'application ou le contrat. Lors d'un divorce, le consentement d'un ex-époux n'est plus nécessaire pour modifier le bénéficiaire si l'ex-époux est un bénéficiaire irrévocable.
Au Québec, les prestations dues à des mineurs sont payables aux parents survivants en leur qualité de tuteur. Le versement au tuteur libère la société d'assurance. Un mineur est un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la majorité, comme le définit la législation provinciale applicable. Une désignation de bénéficiaire au Québec peut être faite par testament, à condition que la désignation ne soit pas irrévocable, comme dans les autres provinces. C'est donc important que tous les instruments d'un programme de succession se complètent. Les clients devraient prendre en considération toute obligation non couverte par le programme qui pourrait avoir une incidence sur le produit. Il est important de tester le programme, les stratégies, les solutions et les produits sur une base périodique pour s'assurer qu'ils demeurent pertinents et viables et qu'ils répondent aux priorités et aux objectifs des clients. Maintenant, regardons les pouvoirs et limitations qui s'appliquent à une procuration et à un mandat de protection. Une compréhension qui est parfois mauvaise et qui peut même constituer de la fausse représentation, c'est que les conseillers financiers agréés ne sont pas soumis à des règlements et à une surveillance. Une affaire relativement récente, réglée en juin 2015, en est un bon exemple. Dans cette décision-là, M. Karazik détenait une procuration d'un client. Il a été désigné comme bénéficiaire du compte de placement en fiducie du client et a accepté un don de 309 475 $. La réglementation de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels interdit à un conseiller d'accepter une procuration générale d'un client ou d'agir en fonction de celle-ci en faveur du conseiller, sauf si elle est destinée à son propre conjoint, parent ou enfant. La CFM indiquait que M. Karazik s'était placé dans une situation qui pouvait donner lieu à un conflit d'intérêts en étant bénéficiaire d'un compte et en acceptant l'argent d'un client. M. Karazik était auparavant associé au Group Investors. Dans son manuel de politique et de procédure, l'entreprise interdit formellement à ses conseillers d'être désignés à titre de bénéficiaire de la succession ou d'un compte d'un client. Le Group Investor demande aux conseillers de répondre annuellement à un questionnaire afin d'évaluer si ces règles de conformité sont respectées. Dans cette affaire-ci, le client avait fait le don quelques années auparavant, en signant un acte en présence de son propre avocat pour remercier Karazik de son travail pour la transition de son client vers une maison de retraite. M. Karazik a nié avoir été nommé comme bénéficiaire d'un compte et n'a pas divulgué qu'il avait reçu le paiement. M. Karazik a volontairement rendu l'argent au client alors que ce dernier était en vie. L'avocat du client a demandé à M. Karazik d'annuler le dépôt en raison des conséquences juridiques et fiscales que la transaction aurait pour le client. Karazik a respecté la demande de l'avocat, puis l'avocat a été impliqué tout au long du travail de M. Karazik auprès du client et protégeait vraisemblablement les intérêts de son propre client. Une fois de plus, Karazik a rendu les fonds après le décès du client et a déposé le produit dans un compte en fiducie au groupe Investors pour que ce montant soit versé aux enfants adultes du défunt avec lesquels il n'avait plus de contact. Ensuite, M. Karazik a informé par écrit le groupe Investors de la situation, affirmant qu'il n'avait jamais été à l'aise d'accepter le don. La CFM a ordonné à M. Karazik de payer deux amendes de 10 000 et de 2 500 $ en frais pour ces infractions, pour avoir omis de divulguer ses affaires dans le questionnaire annuel du groupe Investors. L'organisme de réglementation a également interdit à M. Karazik d'exercer des activités liées aux valeurs immobilières, de quelque façon que ce soit, pendant 1 an, même si Karazik était âgé de 72 ans et avait pris sa retraite en 2013. Qu'est-ce que les clients attendent d'un conseiller en sécurité financière en termes de conseils concernant la désignation de bénéficiaires? Peut-il y avoir des conséquences advenant des conseils inadéquats? En règle générale, les conseillers en sécurité financière ont le devoir de conseiller leurs clients. Un manquement à ce devoir peut entraîner une responsabilité pour les pertes encourues par le client ou par ses héritiers. Il peut y avoir une responsabilité s'il existe un devoir de conseil, si le conseiller se présente comme étant capable de fournir des conseils. Si ce devoir n'a pas été respecté,
Par exemple, si le client n'est pas informé d'une question ou d'un facteur pour lequel le conseiller prétend avoir des connaissances et pour lequel il est en mesure de fournir des conseils. Les conseillers ont des devoirs envers leurs clients en raison de la relation de confiance. Dans le cadre des mesures exemplaires, les conseillers doivent faire preuve de clarté et devoir documenter le type de conseil qu'ils offrent et la portée de ceux-ci. Le client compte sur le conseiller pour obtenir de l'information ou des conseils en vue de prendre une décision. Autrement dit, si le client compte sur le conseiller pour bien comprendre les conséquences de toute action. L'absence de conseil entraîne euh, il va avoir, il peut y avoir une responsabilité si l'absence de conseil entraîne une perte pour le client. Maintenant, dans l'arrêt Desharnais contre Banque Toronto Dominion, euh, Madame Desharnais a été la conjointe de fait de M. Hawthorne de 84 jusqu'à son décès en 99. M. Hawthorne avait deux investissements à la Banque TD, un détenu dans un REER et l'autre non. En 96, M. Hawthorne déclare Mme Desharnais bénéficiaire du REER et la déclare mandataire dans le cadre d'une procuration pour l'administration de ses biens. Plus tard, en 96, M. Hawthorne subit une chirurgie au cerveau et devient inapte. Mme Desharnais utilise la procuration au bien de M. Hawthorne pour transférer les investissements non détenus dans un REER à Evergreen, suite au conseil d'un employé de la Banque TD qui lui avait dit que Evergreen était la branche d'investissement de la Banque TD. Mme Desharnais pensait que la Banque TD et Evergreen étaient une seule entité. Mme Desharnais est ensuite approchée par un monsieur Westcott, un conseiller en investissement chez Evergreen, qui lui suggère de transférer le compte REER de monsieur Hawthorne à Evergreen en plus du compte non enregistré. Aucune nouvelle désignation de bénéficiaire n'a été signée lorsque les placements dans le REER ont été transférés à Evergreen. Mme Desharnais avait l'impression que la désignation de bénéficiaire du REER auprès de la Banque TD était maintenue après auprès de Evergreen. Pour elle, c'était essentiellement la même compagnie. Donc, au décès de M. Hawthorne en 99, les fonds dans ce régime ont été versés à la succession de M. Hawthorne. M. Hawthorne avait un testament qui ne mentionnait pas Mme Desharnais, laquelle n'a donc rien obtenu de la succession de M. Hawthorne. Les tribunaux disent que la banque TD, Valeurs mobilières TD, donc Evergreen, savait que la conjointe de fait n'avait pas été désignée comme bénéficiaire suite au transfert. La Cour d'appel a jugé que la banque TD n'était pas responsable puisqu'elle n'avait pas l'obligation de s'assurer qu'il y avait une désignation de bénéficiaire quand elle a transféré les fonds. Sa seule obligation était de s'assurer que la conjointe de fait avait une procuration valide. Par contre, Evergreen a été tenu responsable. En effet, la Cour d'appel est d'avis que Evergreen avait une obligation de fiduciaire. Un conseiller en placement doit être en mesure de fournir des conseils de placement et d'être quelqu'un sur qui les clients peuvent compter pour obtenir des conseils de placement. Monsieur Westcott, le conseiller chez Evergreen, savait que Mme Desharnais avait des connaissances limitées du domaine des placements. Elle demandait des conseils et dépendait de M. Westcott afin d'attirer son attention sur tout élément d'importance. M. Westcott a mis des marqueurs de signature sur l'application de transfert, mais il n'a pas indiqué à Mme Desharnais qu'elle devait remplir la désignation de bénéficiaire. Le conseiller a admis qu'il avait manqué face à la plaignante à son devoir de conseiller les clients de façon complète, minutieuse, honnête et de bonne foi. TD Evergreen a été trouvé coupable de négligence et d'avoir manqué à son obligation fiduciaire. Le conseiller a admis donc encore une fois qu'il avait manqué à son obligation face à la plaignante. Donc, dans ce cas-ci, le conseiller n'a pas expliqué que la banque et la société de placement étaient des entités distinctes. Mme Desharnais croyait que c'était la même entité. Il n'a pas non plus expliqué l'importance et les conséquences de mettre en place et de maintenir une désignation de bénéficiaire. Le conseiller a manqué à son devoir de conseiller adéquatement la plaignante.
Puis dans ce cas-ci, madame a obtenu le plein recouvrement du REER, plus les intérêts et les frais engagés. Des questions surviennent régulièrement concernant la capacité et l'autorité d'agir par procuration pour demander un produit d'assurance et nommer ensuite un ou plusieurs bénéficiaires. Un problème étant qu'en l'absence d'une désignation de bénéficiaire, tout montant au décès est versé à la succession de la personne au nom de laquelle le mandataire agit. Il est acceptable que le mandataire d'une procuration ou bien prenne des décisions financières au nom de la personne désormais dépendante, y compris l'établissement de produits d'assurance. Par contre, les pouvoirs ne s'étendent pas à l'exécution de directives valides qui peuvent être considérées comme des dispositions testamentaires. Ça comprend la désignation ou la modification d'un bénéficiaire, que ce soit pour une police d'assurance vie, un REER, un FER, un régime de retraite et un CELI dans lequel la personne qui a désigné la procuration avait un intérêt. Dans tous ces cas-là, une désignation de bénéficiaire ne peut être modifiée et aucun nouveau bénéficiaire ne peut être désigné. Ce type de désignation a généralement été considéré comme une disposition testamentaire par les tribunaux. Ça signifie que pour les nouveaux contrats, la succession est désignée comme bénéficiaire. De plus, les dispositions du testament ou, en l'absence de testament valable, les dispositions législatives régissant l'intestat régissent la façon dont tout produit est ultimement réparti. Cette question a été discutée dans le guide Estate Planning for Financial Advisors de CCH, où l'on mentionne qu'il existe un principe juridique selon lequel une personne ne peut pas déléguer à une autre personne le pouvoir de faire un testament. C'est en raison de ce principe et d'autres principes découlant du droit des mandats qu'une personne ne peut pas déléguer à une autre personne par procuration le pouvoir de faire un testament. Autrement dit, si une personne devient invalide, mais qu'avant la capacité mentale, elle a exécuté une procuration valide en faveur d'une autre personne, cette personne désignée, bien qu'ayant le pouvoir de rendre des décisions financières au nom de la personne invalide, ne peut pas faire un testament en son nom. Les assureurs ne considèrent pas que la clause d'une procuration qui attribue tous les pouvoirs au mandataire lui donne le droit de désigner un bénéficiaire. La raison est que la procuration donne le droit à une personne de s'occuper des biens du vivant d'une autre personne, mais non de ce qui adviendra des biens de cette personne après son décès. Quelques pratiques administratives peuvent permettre de désigner des bénéficiaires dans des cas précis. Les demandeurs doivent alors présenter une copie du testament, le document de procuration, le formulaire d'identification pour la procuration et une lettre médicale. Le tableau sur cette diapositive décrit des règles générales concernant les types d'opérations qu'un mandataire qui détient une procuration ou bien peut effectuer en vertu d'un contrat d'assurance vie, y compris un contrat de placement fondé sur l'assurance, lorsque le mandant est invalide. On remarque que dans la plupart des cas, le mandataire d'une procuration ne peut pas désigner un bénéficiaire ni changer la désignation de bénéficiaire. Dans le tableau, il est présumé que le titulaire de la police a signé la procuration. Les pouvoirs du mandataire peuvent différer selon les lois de la province visée et les dispositions énoncées dans la procuration. Par exemple, en Ontario, le mandataire peut modifier un bénéficiaire si le mandant est atteint d'une incapacité physique. Aussi, il peut y avoir une exception à la capacité de s'occuper d'une police si un bénéficiaire irrévocable a été désigné, parce que le mandataire aurait besoin du consentement de ce bénéficiaire. De la même façon, il peut y avoir une exception à la capacité de s'occuper d'une police si la police est détenue conjointement, parce que le mandataire aurait besoin du consentement du titulaire conjoint. Je vous invite à consulter le tableau qui apparaît à l'écran, qui décrit les règles générales encadrant les types d'opérations qu'un mandataire peut effectuer en vertu d'un contrat d'assurance vie lorsque le mandant est invalide. Il y a très peu d'enjeux qui peuvent être considérés comme propres aux personnes âgées. Par contre, on s'entend pour dire que ceux qui peuvent s'appliquer à n'importe quel client sont beaucoup plus susceptibles d'affecter les personnes âgées que tout autre segment démographique. Une autre conclusion, c'est qu'il n'y a aucune approche ou norme de placement commune qui s'applique universellement à toutes les personnes âgées. Cette catégorie démographique est vraiment très diversifiée. Elle comprend les personnes les plus fortunées du pays aux plus pauvres.
Il peut donc pas y avoir de ligne directrice universelle applicable à toutes ces personnes. Il existe une quantité importante de problèmes, d'occasions, de pièges et de dangers lorsqu'on met en place ou qu'on modifie les plans sans tenir compte des répercussions. Beaucoup des éléments dont on a discuté aujourd'hui, plusieurs des cas qu'on a vus, impliquent des personnes âgées, justement. Bien que des situations problématiques peuvent survenir avec tout le monde, plusieurs éléments liés aux aînés font en sorte que les clients plus âgés méritent une attention particulière. On peut penser, comme on disait, à la diversité du marché des aînés, à l'incidence d'une perte de leur capital, du caractère approprié de leur placement, des considérations fiscales des éléments autres que les placements, de l'équilibre de leurs besoins. On peut penser ici à leurs besoins personnels, aux besoins de leur famille, aux besoins successoraux. Il faut également se rappeler que les habiletés cognitives et physiques des aînés peuvent être affectées, ce qui peut jouer sur leur capacité à prendre des décisions. Puis finalement, la présence de plusieurs décideurs, qu'on parle d'amis, de conseillers, de nouvel époux ou épouse, d'enfants issus de plusieurs unions ou autres, peut également contribuer à complexifier la situation. Donc, j'ai parlé des conséquences inattendues d'une planification successorale inadéquate lorsqu'il est question d'éviter l'homologation, de nommer des bénéficiaires et de mettre en place des fiducies qui peuvent mener à des conflits inattendus. Les problèmes peuvent survenir lorsque les stratégies entrent en conflit avec les dispositions d'un testament. On a également vu les désignations de bénéficiaires, que les désignations de bénéficiaires ne sont pas automatiquement transférées lorsque des actifs comme des REER passent d'une institution financière à une autre. Une séparation officielle avec un conjoint ne révoque pas automatiquement une ancienne désignation de bénéficiaire, chaque province gérant cette situation différemment. Par contre, dans la plupart des cas, une nouvelle désignation de bénéficiaire doit être effectuée avant qu'une ancienne désignation ne soit révoquée. Dans la plupart des juridictions, les dettes et impôts dus par la succession du défunt doivent être payés avant de répartir les actifs. La succession doit généralement payer ses frais, puis on peut donc se retrouver avec une répartition qui est inéquitable du fardeau d'imposition à la succession. Une des conséquences les plus dévastatrices d'une désignation de bénéficiaire qui est mal effectuée, c'est l'héritage de conflits qu'elle peut laisser à la famille. On peut penser à des membres de la famille qui se disputent quant à leur part respective des actifs du défunt, des enfants qui contestent le testament de leurs parents devant les tribunaux et des querelles pour obtenir une juste part à cause de désignations contradictoires. Tout ça est possible si les clients négligent de formuler clairement la désignation de bénéficiaire. Vos clients et vous devez tenir compte du portrait global et des droits, des responsabilités et des limites des diverses parties, notamment le testateur, le fiduciaire liquidateur et le bénéficiaire. Les études de cas ont permis de mettre en lumière des stratégies qui sont courantes, des écueils qu'elles peuvent créer. J'espère que ces leçons vont pouvoir vous aider à améliorer les processus de planification et de révision avec vos clients, à réduire les retombées économiques et émotionnelles pour vos clients et ainsi à mieux vous préparer à aider les clients à réaliser leurs objectifs et à concrétiser leurs attentes. Donc, en résumé, planifiez, posez beaucoup de questions, ne prenez rien pour acquis. Revoyez la stratégie globale régulièrement avec vos clients. Assurez-vous de les éduquer afin qu'ils obtiennent des conseils professionnels lorsque c'est nécessaire. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour le webinaire Parcours du mois de septembre euh, et j'espère qu'on vous reverra pour le mois d'octobre. Merci.